Il y a 6 mois, tous mes potes à HEC étaient en plein rush pour trouver un stage. C'était la folie. Des entretiens tout le temps, des événements de recrutement, tout le monde était stressé, tout le monde demandait à tout le monde « T'as trouvé un stage ?» Et moi dans tout ça, j'en cherchais pas. Je restais concentré sur ma boîte, Signitia. À chaque fois qu'on me posait la question, je répondais « Non, je fais pas de stage, je bosse sur mon business. » Et là, on me regardait comme un extraterrestre. Certains disaient même « T'es sûr que c'est une bonne idée? C'est pas un peu risqué quand même ?» Et c'est vrai que dans l'opinion commune, trouver ses stages, avoir son diplôme, c'est la définition même de la sécurité. C'est la définition même d'une vie bien menée, et c'est d'ailleurs un chemin que la plupart des parents nous poussent à prendre. Et pour l'homme de la rue, c'est la meilleure façon de sécuriser son avenir. Et si je te disais que c'était complètement faux? Et si je te disais que tous ces gens se trompent? Que faire ses stages et avoir son diplôme est loin d'être le plus important pour sécuriser son avenir? Et que c'est bien autre chose qui le sécurisera vraiment, quelque chose de beaucoup moins immédiat, quelque chose qu'on ne t'a probablement jamais poussé à faire. Cette chose-là que je vais te décrire, c'est ce que j'ai toujours appliqué, et c'est grâce à ça aujourd'hui, à seulement 22 ans, que je peux t'assurer que j'ai déjà sécurisé mon avenir. Et pourtant, j'ai pas encore de diplôme, et j'ai encore jamais fait un stage dans ma vie. Alors dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi je peux affirmer ça, et je vais donc te dévoiler ce qui est selon moi la meilleure méthode pour sécuriser son avenir. Si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout et que tu appliques le principe que je vais te partager, alors je peux te garantir que tu n'auras jamais à t'inquiéter pour ton avenir. Alors avant de te révéler ce principe, pour bien comprendre, il faut faire une petite analyse du système actuel. Et en particulier de la façon dont on nous pousse, aujourd'hui en France, à sécuriser notre avenir. Alors ça commence dès l'enfance. Nos parents veulent bien souvent le meilleur pour nous, alors ils nous apprennent à parler, à marcher, à nous débrouiller. C'est la première forme de sécurisation de l'avenir, c'est le fait de t'éduquer, de t'apprendre les codes de la société. Puis vient l'école. Là, ce ne sont plus les parents qui s'occupent de sécuriser ton avenir, ce rôle est confié aux instituteurs, puis aux professeurs, qui, de l'extérieur, vont nous donner des connaissances qu'il faudra assimiler, et que si on les assimile bien, encore une fois, on sécurise notre avenir. Ensuite, au collège, on se rend compte qu'il suffit d'avoir 10 sur 20, la moyenne, pour passer les classes jusqu'au bac. Diplôme final qui nous permettrait de faire à peu près ce qu'on veut ensuite, et donc encore une fois, de sécuriser son avenir. Et on arrive tranquillement aux études supérieures, que presque tout le monde fait, et au fameux stage du début de cette vidéo, pour finir par s'intégrer dans notre système capitaliste. Et donc dans ce système, bien travailler à l'école, c'est sécuriser son avenir. C'est comme ça qu'on nous pousse à avancer, sans jamais remettre en question la pertinence de ce parcours. Mais si ce modèle est vraiment la meilleure façon de sécuriser son avenir, alors pourquoi autant de jeunes diplômés galèrent aujourd'hui? Pourquoi voit-on des Bac+5 se retrouver sans emploi pendant des mois, voire des années? Pourquoi certains finissent par enchaîner des stages sous-payés en espérant que ça débouche sur un CDI? Pourquoi d'autres acceptent des jobs mal rémunérés, loin de leurs ambitions, juste parce qu'ils pensent ne pas avoir d'autre choix? Pourtant, ces jeunes ont toujours été des élèves studieux, qui ont toujours fait leurs devoirs, qui sont allés à la fac, qui ont fait leur stage, ont eu leur master, et qui pourtant galèrent à trouver un job, et quand ils le trouvent, se rendent compte que c'est pas du tout les salaires qu'ils espéraient à la base, et que le job en lui-même est beaucoup moins stimulant que prévu. Et donc plutôt que de se sentir en sécurité, ils ont la sensation d'avoir une place fragile, qui pourrait sauter à la moindre crise, dépendant d'un système qu'ils ne contrôlent pas. Alors si ce système ne fonctionne plus aussi bien, c'est parce que l'exigence de l'école, et bien souvent aussi celle des parents, est bien trop faible pour sécuriser quoi que ce soit. Si on prend l'exemple du bac, plus de 80% des jeunes de notre génération arrivent à obtenir le bac. C'était seulement 5% des jeunes dans les années 1950 qui l'avaient. Et parmi ceux qui tentaient leur chance, le taux de réussite du bac dépassait à peine les 50% dans les années 60. Aujourd'hui, c'est plus de 90%. Et donc à quel moment avoir le bac, c'est-à-dire avoir quelque chose que plus de 80% des gens ont, va sécuriser quoi que ce soit pour toi? Pour t'intégrer dans un système capitaliste qui valorise énormément la différenciation. Car qu'on le veuille ou non, notre système capitaliste est par essence compétitif. Donc avoir un bout de papier aussi répandu ne va pas nous donner d'avantages comparatifs. Et donc quand on a quasiment le même niveau que 90% des gens, qu'on a globalement les mêmes compétences, ou plutôt la même absence de compétences différenciantes, et bien même si on fait une licence classique ou un master classique qui nous apporte quelques connaissances théoriques en plus, et bien en réalité on est souvent un clone de son voisin. Et donc peu importe la voie que tu choisis, tu vas devoir galérer. Dans la voie du salariat, lors de ton entretien d'embauche, tu seras face à 15 candidats avec exactement le même profil que toi. Et comme tu n'auras rien de plus qu'eux, tu devras compter sur la chance pour être sélectionné. Et si tu choisis l'entrepreneuriat, ce sera pas beaucoup mieux. Parce que si toute ta vie tu as été moyen dans tous les domaines, si toute ta vie tu n'as jamais développé quelque chose en plus et que tu lances un business, je t'assure qu'il y a peu de chances que ça fonctionne pour toi. C'est pourquoi paradoxalement, le système soi-disant sécuritaire que la plupart des gens suivent ne l'est pas plus que ça. La voie de la sécurité, moi je l'appelle autrement, je l'appelle la voie de la médiocrité. Alors attention, pas au sens moderne de médiocre, qui est très péjoratif, mais au sens ancien du mot médiocre. C'est ce qui est moyen. C'est ce qui n'est ni mauvais, ni exceptionnel. C'est ce qui se fond dans la masse. Bref, c'est la voie de la banalité, c'est la voie de monsieur tout le monde. Et donc à la fin, tu te retrouves au même endroit que tout le monde.
Et donc en suivant cette voie, beaucoup de jeunes se retrouvent à gagner le SMIC à 1400 € ou un peu plus. Il faut savoir qu'environ 60% de la population gagne moins de 2500 € et dans des jobs qui sont généralement assez peu stimulants. Donc finalement, juste de quoi vivre et de continuer à travailler si l'on vit dans une ville moyenne ou grande. Ce qui illustre assez bien ce que disait Marx dans Salaire, Prix et Profit et le premier livre du Capital, dans son analyse du système capitaliste. Les travailleurs cèdent leur force de travail pour un temps déterminé, leur salaire correspond alors au minimum vital, permettant de reconstituer leur force de travail, nourriture, vêtements, logement, mais aussi repos, éducation, culture, ce minimum étant un produit des conditions historiques, sociales et culturelles, plus que le minimum nécessaire pour survivre. En gros, il dépeint un système où ce qu'il appelle le prolétariat reçoit juste assez pour subsister et reproduire sa force de travail, mais jamais suffisamment pour s'émanciper véritablement de sa condition d'exploité. Et donc suivre cette fameuse voie de la sécurité que la société nous incite à suivre n'est absolument pas une garantie que l'on se retrouve du meilleur côté de la balance. Mais alors que faire à la place? À mon sens, il y a une double solution. La première, c'est de cultiver en soi une exigence de l'excellence. Si tu veux sécuriser ton avenir, il faut être bon dans ce que tu fais. Mais vraiment bon. Pas compétent, pas passable, pas moyen. Non, excellent. Il faut avoir cette exigence au quotidien d'être le meilleur possible dans les domaines que tu choisis. Car l'excellence est la meilleure des sécurités. Et ça commence dès le début. C'est ne pas se contenter de savoir lire, mais de lire vite et bien, avec du ton, de la clarté et de la compréhension. C'est ne pas se contenter de savoir à peu près écrire sans faire trop de fautes d'orthographe. Non, c'est savoir écrire sans faire quasiment aucune faute et avec du style. Ce n'est pas se contenter de savoir aligner des phrases à l'oral, c'est savoir s'exprimer avec éloquence. Car l'excellence rime avec compétence, et c'est ça qui est vraiment différenciant. Car il y a moins de 5% des gens qui savent bien écrire. Car il y a moins de 5% des gens qui savent bien coder. Car il y a moins de 5% des gens qui savent parler en public avec aisance. Et ça se généralise à tous les domaines et pour toutes les compétences. Et dès que tu fais partie des 5%, alors tu n'es plus un candidat lambda. Tu es une ressource rare. Et ce qui est rare a de la valeur. Et c'est cette accumulation de compétences différenciantes qui, au fil de ta vie, va vraiment sécuriser ton avenir. Car l'excellence fait du bruit autour de toi, elle délie les langues, car l'excellence se remarque. Mais alors comment on devient excellent? Et c'est la deuxième partie de la solution. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut inverser le rapport d'apprentissage. Parce que si tu regardes bien le système qu'on a décrit jusqu'ici, il t'apprend pas à être excellent. On t'apprend à être moyen. Et pire que ça, faudrait pas que tu deviennes excellent parce que ça pourrait augmenter les inégalités et ça, c'est pas bon pour leurs statistiques. Et au-delà, on t'a toujours mis dans une posture passive vis-à-vis de l'apprentissage, dépendante des autres. Les autres, c'est d'abord tes parents qui t'ont appris à parler, ensuite tes professeurs qui t'ont appris à lire et à écrire, et enfin tes maîtres de stage qui t'ont montré comment fonctionne une entreprise. À chaque fois, tu as attendu que l'on vienne t'apprendre des choses. Et c'est là la plus grosse erreur. Parce qu'en réalité, si tu attends qu'on t'apprenne, t'es déjà en retard. Car ces gens-là n'ont pas d'intérêt particulier à ce que tu deviennes excellent. Tu n'es qu'un personnage secondaire de leur vie. Il faut donc inverser le rapport. Ne plus attendre le savoir, mais aller le chercher soi-même. Et avoir une éducation autodirigée, devenir autonome dans sa montée en compétences. Tout attendre de soi et beaucoup moins des autres. Donc si personnellement j'affirme que j'ai sécurisé mon avenir, c'est parce que j'ai toujours cherché à être excellent dans tout ce que je faisais et que j'ai appliqué ce principe depuis des années. Quand je faisais du tennis, je faisais partie des 15 meilleurs français de ma catégorie pendant des années. J'ai eu plus de 18 de moyenne au bac. J'ai fini dans le top 4% du concours post-prépa pour intégrer HEC. J'ai lancé un business en parallèle d'HEC et j'ai généré plus de 300 000 € de profit avant mes 22 ans. C'est grâce à ça que j'ai sécurisé mon avenir. Grâce à cette exigence de l'excellence, pas grâce au diplôme que je vais avoir. J'ai accumulé des preuves de compétences qui s'occuperont à ma place de faire du bruit autour de moi. Et si j'ai réussi à atteindre des niveaux assez élevés, sans être pour autant exceptionnel dans les domaines que j'ai choisis, c'est parce que j'ai globalement appliqué un précepte popularisé par Malcolm Gladwell dans son livre Outliers, The Story of Success. Ce précepte que j'ai appliqué, c'est le précepte des 10 000 heures. 10 000 heures qui est pour Gladwell le nombre magique de la grandeur. Il observe que très souvent, les individus qui ont atteint des niveaux extraordinaires de réussite dans leur domaine respectif ont cumulé au moins 10 000 heures de pratique délibérée. Alors attention, 10 000 heures, c'est beaucoup. C'est environ 10 ans de pratique. Mais déjà, je te garantis que si tu fais que 1000 heures de pratique délibérée sur un domaine, la pratique délibérée n'étant pas simplement de pratiquer, mais pour Gladwell, de pratiquer de manière ciblée et intentionnelle avec un effort constant pour s'améliorer, tu seras déjà meilleur que 95% des gens dans ce domaine-là. C'est d'ailleurs ce qui faisait dire au philosophe Aristote que nous sommes ce que nous faisons de manière répétée, l'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Donc la prochaine fois que tu veux vraiment monter en compétence dans un domaine, compte les heures. Mets une sorte de timer. Ne t'arrête pas de progresser tant que tu n'as pas atteint les 1000 heures de pratique. Une fois atteint, après tu pourras arrêter. Mais au moins tu auras appris une compétence solide. Et donc pour revenir à cette histoire d'études et de stages, je suis pas contre en faire. Je dis pas qu'il faut pas en faire.
Je dis que ce qui compte, c'est pas le fait d'avoir un diplôme ou d'avoir fait un stage. Ce qui compte, c'est d'être actif dans ce que tu fais. Peu importe ce que tu fais, la vraie question c'est, est-ce que tu essayes d'être excellent? Est-ce que tu tires le maximum de cette expérience? Est-ce que tu développes des compétences différenciantes? Parce que la différence entre un stage qui sert à rien et un stage qui te propulse, c'est l'intention et l'investissement que tu y mets. Donc ce qui compte vraiment, c'est pas tant de faire un stage, c'est d'être un bon stagiaire. Alors maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire pour sécuriser ton avenir.